Madame, Messieurs, bon après-midi à vous. Merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise dans ce nouveau journal. Et ce journal partira d'Ankara, en Turquie, où séjourne le chef de l'État congolais depuis hier lundi. Ce mardi matin, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité le musée de l'indépendance et le mausolée Mustafa Kemal, père fondateur de la Turquie moderne. Retour sur son arrivée à Ankara dans ce reportage signé Blandine Zovo, Rochidi. Après l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, Ankara, capitale politico-administrative de la Turquie, a accueilli ce lundi 6 septembre, en début de soirée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était très exactement 19h15 heure locale lorsque l'avion transportant le président de l'Union africaine atterrit à l'aéroport d'Ankara où une équipe d'accueil des officiels des deux pays était déjà rangée sur le tarmac. En sa tête, le ministre turc des Transports, le gouverneur d'Ankara et le général de brigade de la police locale. Côté congolais, l'on a noté la présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et du ministre du Tourisme, Modero Simba, ainsi que de M. Christian Bouchiri, conseiller principal au collège diplomatique du chef de l'État. Au nom de l'Union africaine, dont le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo assume la présidence pour l'exercice 2021, il y avait le Djiboutien Aden Adilahi, doyen des ambassadeurs africains en poste à Ankara, accompagné de 3 de ses collègues, les ambassadeurs de la Mauritanie, du Soudan du Sud et du Gabon. C'est une excellence! Sol! Accompagné de son épouse, la distinguée première dame, Denise Diakero Tshisekedi, le chef de l'État aura 3 jours d'intense activité en terre turquoise, d'abord à Ankara, puis à Istanbul. 3 jours de visite officielle où l'on annonce notamment un tête-à-tête entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le président turc Recep Erdogan. Une toute première visite officielle de Félix Tshisekedi Tshilombo dans ce pays qui sera couronnée par la signature des 3 accords bilatéraux portant sur le tourisme, la non-double imposition et la protection, la lutte contre la fraude et un dernier accord qui va porter sur la protection réciproque des investissements. La situation politique en terre guinéenne reste toujours tendue après le putsch mené par les forces spéciales de l'armée. Lundi dernier, l'Union africaine, par son président en exercice Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, condamne toute prise de pouvoir par force et demande la libération immédiate du président Alpha Condé. On fait le point avec Patrick Michel Moukoui. Ce qui s'apparentait à un putsch dans la matinée de dimanche a finalement été confirmé ce lundi. Les forces spéciales guinéennes qui ont pris de force le pouvoir et annoncé la dissolution des institutions ont promis ce lundi la mise en place d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une période de transition politique et assurer qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières contre l'ancien pouvoir. Une concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition, a dit le chef putschiste, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, dans un discours sans préciser la durée de cette transition. Un putsch fermement condamné par la communauté internationale. Dans un communiqué publié dans la soirée de dimanche, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, ont réagi condamnant toute prise de pouvoir par la force et demandent la libération immédiate du président Alpha Condé. Ils ont appelé à une réunion d'urgence de l'organisation ce lundi. Alpha Condé et en lieu sûr avait indiqué le chef putschiste qui affirmait avoir capturé le président guinéen. Au lendemain du début des événements, la Guinée a rouvert ses frontières terrestres et aériennes pour les échanges commerciaux et humanitaires, a annoncé un porte-parole de l'armée lors d'une intervention diffusée par la télévision publique. Des frontières fermées dimanche par les putschistes. Conakry a tourné au ralenti ce lundi. Nombre de magasins sont restés fermés et le marché central de Madina était étonnamment inactif. Le calme était entrecoupé par des applaudissements
de quelques résidents sortis dans la rue au passage de véhicules militaires circulant à vive allure. Justin Luemba, actuel vice-gouverneur du Congo central, a été désigné gouverneur AI en attendant l'organisation de l'élection du gouverneur. Dans quelques provinces du pays, il a été notifié par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, ce lundi 6 septembre 2021. Nous rapporte José Baïtouambo Ibrahim Chako dans ce reportage. C'est confirmé, la province du Congo central est retenue sur la liste de 14 provinces qui attendent l'organisation de nouvelles élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Au cours de cet échange avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, les caucus des élus du Congo central a été éclairé sur l'épilogue de la décision judiciaire. Daniel Asselo Kitowakoy exécute une décision de justice prise depuis mai 2020. Le VPM a été clair. Il va faire appliquer la Constitution et les lois de la République en ce qui concerne la gestion de la province du Congo central. C'est-à-dire que tout le monde sait, notre frère Atou Matubwana avait travaillé jusque-là, il avait été frappé par une décision de l'Assemblée provinciale. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation au Congo central est décantée. L'organisation des élections au niveau provincial devait réhabiliter l'autorité de l'État et mettre fin aux dysfonctionnements qui bloquent l'essor de provinces issues de la décentralisation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kitowakoy, qui a les devoirs de faire observer la loi selon la vision du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas lié par les arrangements politiques privés. Il va faire sévir la loi. Rendons-nous de la province de l'Ituri pour suivre la réaction du porte-parole de l'armée sur la deuxième attaque des civils. Nous tenons à informer toute la population de l'Ituri, plus particulièrement celle des Djougou, que depuis le matin, les forces armées de la République démocratique du Congo s'affrontent à la force du mal des Kodeko dans la zone de Kobu. Pour le moment, les forces armées dressent un bilan de 3 morts et 4 blessés du côté ennemi. Au nom du commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, nous appelons notre population au calme. Nous rassurons celle-ci que les opérations de poursuite sont en cours à ce moment où nous parlons. Et la situation est maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous rappelons bien que nous savons comment l'ennemi évolue et nous l'avons déplimé en ce moment ici, parce que ce n'était qu'une velléité, comme ça a été le cas à Libye. Lorsque nous avons défait l'ennemi, il cherche toujours à revenir parce qu'il est dépourvu de moyens de vivre. Et pour le moment, nous consolidons les terrains pour permettre que tout revienne à l'ordre. Nous encourageons les éléments de forces armées engagés dans ces opérations. Et du reste, nous allons vous communiquer. De la province du Nord Kivu, le chef d'état-major adjoint, lieutenant-général Jean-Claude Yave, s'est rendu à Kididiwe où il a visité les éléments des forces armées de la République et l'endroit où serait logé dans un proche avenir. Détails et explications dans ce reportage. FARDC se trouvant sur la ligne de front à Kididiwe ont été honorés ce lundi 6 septembre 2021 par la visite du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations, le lieutenant-général Jean-Claude Yave, avec à ses côtés les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Pour mémoire, Kididiwe est l'un des anciens bastions importants de l'ADF, situé en pleine forêt des Mayangos à une dizaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni. L'évaluation des opérations en cours et celle en préparation, c'est le leitmotiv du déplacement de cette grande personnalité des FARDC dans les profondeurs de cette partie du territoire de Beni. Aussitôt arrivé à Kididiwe, le chef d'état-major général des FARDC s'est imprégné du campement en cours de construction et où seront logés les militaires FARDC dans un proche avenir. De quoi réjouir le lieutenant-général Jean-Claude Yave. Kididiwe, bastion, ex-bastion de ADF, mais aujourd'hui, Kididiwe est sa vie. Donc il y a une vie vraiment, et que vous voyez, il y a tout un campement où nos militaires sont basés avec leurs familles. C'est pour dire que
à Kididjoué, il n'y a aucun problème. Nous sommes venus ici avec le gouverneur de la province pour évaluer les opérations militaires qui se font et qui se préparent aussi. Mais nous sommes venus ici pour voir les campements qui est en train d'être faits par nos amis de la MONUSCO. Et prochainement, il y aura pratiquement une passation. Et c'est ici où nous allons commencer à loger nos militaires. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Signalons qu'après Kididjoué, le numéro 2 des FARDC a également effectué une visite à la mairie de Beni avant de se rendre au camp Mambangu où il a présidé une réunion avec ses collaborateurs en opération dans cette partie du Nord Kivu. 38 médecins de l'école de santé publique de l'université de Kinshasa vont bénéficier de la formation spécialisée de médecins conseil en assurance santé. C'est la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, qui a ouvert officiellement cette session de formation, nous dit Willy Atunakov. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi Mwakembe, a procédé à l'ouverture d'une session de formation de médecins conseils d'assurance de santé en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée lundi 6 septembre 2021 à l'école de santé publique à l'université de Kinshasa en présence de plusieurs personnalités, dont deux autres membres du gouvernement central. Il s'agit de son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïdo Nzangi, et de la vice-ministre de la Santé publique, Véronique Nkounou. Le gouvernement de la République que dirige son Excellence Jean-Michel Sama Kone-Kenge a prévu à travers son programme d'action 2021-2023 en son 11e pilier, axe 47, je cite, la mise en œuvre de la couverture santé universelle afin de concrétiser la vision du chef de l'État et d'élargir la couverture sociale à l'ensemble de la population congolaise. Pour y parvenir, le médecin conseil constitue un maillon nécessaire pour que le système assurantiel congolais s'organise de manière efficace et efficiente. Pour sa part, Dr Anatole Mangala, expert en protection sociale, a expliqué le but de cette formation. C'est lui de renforcer les compétences des professionnels de la santé au métier de médecin conseil. Au total, 38 médecins, dont 2 venus de Burundi, vont bénéficier de cette formation spécialisée pendant 10 jours. Près de 8 mois après le lancement des travaux de réhabilitation des Homes à l'université de Kinshasa et en prévision de la prochaine rentrée académique, le relogement des étudiants dans les résidences universitaires nouvellement réfectionnées est actuellement au centre des préoccupations. Un état des lieux a été fait sur l'avancement des travaux entrepris sur ce site universitaire. Images et commentaires. L'université de Kinshasa déguerpit en janvier 2021 dans la foulée du mouvement de protestation enclenché contre la hausse des frais académiques, piaf d'impatience pour renouer avec la vie des hommes dont ils ont été privés depuis plusieurs mois. Butés aux problèmes récurrents de transport et autres qui entravent leur mobilité, ils ont à haute voix exprimé leur désidérata devant les caméras, sans embâche ni faux fuyant. Nous souhaiterons que le chef de l'État revoie cette situation afin qu'il ouvre ses homes le plus vite possible pour que nous soyons logés une fois de plus. Et si je pouvais ajouter quelque chose par rapport à nos transports, il y a des étudiants qui souffrent énormément. Je pense que nous n'avons pas assez de bus pour les Nukin. Et puis, déjà les coûts de transport nous pèsent énormément. Nous ne sommes plus au home, nous sommes obligés de faire des allers-retours. Et je pense que ça pèse vraiment sur les étudiants. Si les chefs de l'État pouvaient revoir cela le plus vite possible, ça nous aiderait à évoluer et à nos petits qui sont derrière nous à étudier dans des conditions qu'il faut. Il y a toutefois de préalables à satisfaire avant la remise officielle de homes réfectionnés à leurs bénéficiaires. Outre la problématique du transport qu'il faudra résoudre, il y a aussi l'épineuse question des étudiants étrangers sans famille d'accueil et en manque de logement à qui il faudrait également offrir la possibilité d'un logement décent.
Beaucoup d'étudiants de l'UNIKIN, certains viennent de l'étranger. Et arrivés ici, ils n'ont pas de place fixe pour y habiter. Et avec cette idée de home, ils peuvent facilement être logés ici au home. Et après cela, après les études, ils peuvent aller rentrer dans leur province ou bien trouver un travail ici. En tout cas, c'est vraiment une idée qui nous a vraiment plu. Mais nous demandons à ce que les choses s'effacent rapidement pour que déjà les activités reprennent au home. Je suis un peu touché lorsqu'on a dit qu'il y aurait un peu des conditions pour les relogements. Parce que j'ai entendu parler, on dit seulement ceux qui sont venus des provinces, ceux qui sont handicapés et ceux qui sont des finalistes. Mais nous nous inquiétons sur ça en ce sens qu'il y a des étudiants qui sont en G1, ceux qui sont en G2, qui n'ont pas de famille ici. Et ils ne seront pas logés. Donc c'est ça vraiment un peu le problème général de tout le monde. Ce qui est sûr est que ne va pas accéder au home qui veut. Les requérants est censé répondre à un critérium édicté quant à ces, comme l'explique le secrétaire général administratif. Il y a un critérium maintenant fixé pour être logé. Par exemple, on ne pourra loger que 4 catégories d'étudiants. Aux autorités académiques et au gouvernement d'accélérer le processus des relogements des étudiants dans le home, de sorte à être en phase avec le programme quinquennal du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en son point 8, prône l'éducation comme clé du changement et principal ascenseur social. Également dans l'actualité, pose de la première pierre pour la construction du site touristique Majestic Marina par le directeur général de l'Office national du tourisme, Joly Yombo. Et ce complexe de loisirs va abriter l'hôtel, restaurant, salle de fête et autres installations. Bobo Somba pour le commentaire. Majestic River, à son bord, une délégation du ministère du Tourisme, membres du gouvernement et l'équipe de l'Office national du tourisme conduite par la directrice générale Joly Yombo. Cette dernière était venue représenter le ministre du Tourisme, Modéron Tsimba Matondo, empêché. La randonnée fluviale a pour destination le site Majestic Marina, où sera construit un grand complexe de loisirs. Le passager à bord du Majestic River ont eu droit à la présentation de la maquette du site Majestic Marina. Un bijou qui va favoriser la création d'emplois et qui rencontre la vision du chef de l'État, a expliqué la DG de l'ONT. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui met tout en œuvre pour que le tourisme puisse contribuer à l'émergence de notre pays. L'implantation d'une marina le long du fleuve avec comme soubassement le lancement et l'organisation des croisières randonnées, l'amélioration des conditions d'accueil dans les ports d'escale et la mise en valeur de la récré touristique du fleuve Congo et des affluents est un atout majeur pour le développement de l'industrie touristique en général. Jean-Claude Oulance, associé gérant de Majestic River, nous parle de ce projet. Nous allons faire un bâtiment qui pourra accueillir aussi des salles de réception, des salles de conférences, etc. À peine quelques minutes de navigation, l'imposant bateau va accoster. Les passagers vont découvrir le site et assister à la pose de la première pierre de construction du complexe Majestic Marina qui sortira de terre dans 12 mois. La création d'emplois et l'assainissement du milieu des affaires se concrétisent en République démocratique du Congo. Une délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements s'en est rendu compte. Et ce que l'on voit dans ce reportage signé Patrick Michel Moukoui. En pleine périphérie de Kinshasa, une société s'apprête à exploiter des parcs d'attractions et des sites touristiques. Ses initiateurs le savent, ils doivent la réalisation de ce grand projet à l'appui du gouvernement de la République par de multiples avantages accordés par le Code des investissements. Par obligation de suivi et évaluation, la délégation du Conseil d'agrément est venue palper le résultat de son dévouement et sa rigueur. Avec un coût d'investissement de près de 12 millions de dollars, ce projet a créé 126 emplois directs avec un salaire plafond à 4 000 $. Ce délégué de la présidence, de la primature, du ministère du Plan, des Finances, de la DGDA et de la DGI, conduite par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, ont également exprimé leur satisfaction de voir les machines de la société KinPlus fonctionner à plein régime. Ce projet spécialisé dans la production, fourniture et communication de matériaux de construction a aussi reçu l'appui du gouvernement par le Code des investissements. Ici,
100 emplois directs ont été créés et le salaire le plus bas respecte le SMIC. Un peu plus loin, la délégation découvre un autre projet aussi opérationnel, la Congolaise de construction électromécanique. Étrange que cela puisse paraître, cette société fabrique sur place les groupes électrogènes de différentes capacités jusqu'à 1000 kVA. Sa spécialité, c'est aussi les cabines moyenne tension. Anthony Kinzo, directeur général de l'ANAPI, a exprimé la satisfaction de sa délégation de constater que les efforts du gouvernement à soutenir les investisseurs et à assainir le milieu des affaires ne sont pas vains. Autre fait de l'actualité, la population de Mai-Ndombe, appelée à l'unisson pour le besoin de développement de la province. Cet appel est des sénateurs élus de cette partie du pays en mission de travail à Inongo. C'est un commentaire de Lisette Mujinga. Après leur arrivée à Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, les sénateurs élus de cette province ont réuni autour d'une table toutes les couches sociales de la population. Ils examinaient les problèmes pendant sur l'épanouissement et le développement de Mai-Ndombe. Membres de la société civile, notabilité et délégation syndicale ont pris part à cette grande séance de travail présidée par le gouverneur Aïe, maître Jack Momba Kamokosu. Ils ont main dans la main dégagé la pomme des discordes sur les épineuses questions qui perturbent le bon fonctionnement de cette province. Nous sommes venus pour qu'il y ait la paix ici dans cette province, que les fils et les filles de Mai-Ndombe soient unis et qu'on mette fin aux querelles qui règnent dans notre province. Ce tour d'horizon a permis aux élus d'exhorter la population à demeurer unis et solidaires, car sans lesquels les bons ne peuvent se réaliser. Pourtant, la province a besoin du soutien aux actions du gouverneur de province qui incarne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Ils sont 86 Congolais expulsés du Zimbabwe pour un séjour irrégulier. Ces derniers sont arrivés à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga où ils sont pris en charge par le gouverneur de province Jacques Kabula-Katui. En provenance de Kasumbalesa, après avoir été expulsés du Zimbabwe, ces 86 personnes, citoyens congolais, parmi lesquels on dénombre les femmes et plusieurs enfants, sont arrivés à Lubumbashi dans l'après-midi ce dimanche 5 septembre. Le ministre provincial de l'Intérieur, intérimaire Christian Momat, leur a souhaité un bon retour dans leur pays, retour facilité par l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, relayé en province par le gouverneur Jacques Kabula-Katui. Parce que chef de l'État. Vous êtes rentré parce que le chef de l'État a dit que vous devez rentrer chez vous au pays. Et nous vous recevons dans le Haut-Katanga parce que le gouverneur Jacques Kabula a respecté les vœux du président de la République. C'est pourquoi, au nom du gouverneur, je vous dis, bienvenue chez vous dans le Haut-Katanga. Juste après cet accueil, au ministère de l'Intérieur, le gouvernement provincial les a mis à la disposition de la mairie de Lubumbashi afin de leur trouver un site pouvant les accueillir provisoirement. Sous l'œil du ministre provincial de l'Intérieur AI, ces Congolais ont été ensuite conduits par le maire de Lubumbashi, Guilain Robert Lubaba Boulouma, et logés aux frais de la province dans quelques guest house au quartier Bel Air dans la commune de Kampemba. 3900 tonnes de matériel destiné à la construction du barrage de Katende au Kasaï oriental ont été embarqués de Lubumbashi pour le site de Katende en passant par Tilumbu. La délégation envoyée par le chef de l'État composée de Rémi Kankou, Marcelin Bilomba, conseiller à la présidence et le député national Élisée Tamboué a assisté à l'embarquement. Les précisions avec Rodé Panda. Le projet du barrage de Katende, initié en 2012, a connu le démarrage des travaux en 2015. Et depuis lors, tout s'est arrêté et classé dans les oubliettes. Sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux de ces barrages vont ainsi être bientôt relancés. Tous les équipements longtemps bloqués à Lubumbashi par des tierces personnes ont été embarqués dans les trains depuis ce samedi 4 septembre 2021 pour Tchimbulu, site de transit, avant d'atteindre Katende dans les territoires de Dibaya au Kasaï central. 12 rotations de convois de 12 wagons pour 144 conteneurs d'un total de 3 900 tonnes de matériel attendu. 1 500 000 $ américains ont été débloqués par le gouvernement pour assurer les transports.
de ces matériels par la voie ferrée. 80% de ces matériels sont donc disponibles pour la matérialisation de ces projets du barrage Katende. La délégation de la présidence de la République, constituée de Rémi Kankou, envoyé spécial du chef de l'État, de Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État et du député national Eliezer Ntambouem, l'œil et l'oreille de la population, a assisté à l'embarquement et au départ de ces équipements. La centrale hydroélectrique de Katende pourra fournir de 64 à 90 MW pour répondre aux besoins socio-économiques de toute la population du Kasaï grâce à la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre provincial du Tourisme, Décentralisation et Affaires coutumières, Marcel Mokilinga-Tsono, a échangé avec les chefs des groupements coutumiers implantés dans 5 communes de Kinshasa. Objectif, recueillir les avis et considérations de ces tenants du pouvoir traditionnel. Lisette Mujinga nous en parle. C'est la maison communale d'Ensélé qui a abrité cette réunion à Kinkole. L'objectif du ministre provincial Marcel Mokilinga-Sono était de recueillir les avis et considérations de ces tenants du pouvoir traditionnel à des fins de l'épanouissement de leur communauté de base. C'est là en conformité avec la loi fixant le statut des chefs coutumiers, cadre législatif de la fonction du chef des groupements. Marcel Mokili envisage d'organiser une série de séances de formation en faveur des chefs coutumiers avec le concours des experts et des facilitateurs sélectionnés des rangs des chefs coutumiers. À cela s'ajoute l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant entre les chefferies coutumières et les investisseurs désirés d'exercer des activités au sein de leurs entités communautaires des Maluku, Sélé, Kimbanseke, Mongafula et Massina. Ces collaborateurs du gouverneur de Kinshasa a mis un accent particulier sur le rôle technique de la commission consultative pour les règlements des conflits coutumiers CCRCC, une structure dont les membres doivent œuvrer en toute impartialité. Ce sont des propriétaires terriens, ils en savent beaucoup. Je dois d'abord écouter leurs doléances. Ça va me permettre de tracer la ligne de conduite. Ça va me permettre d'attaquer le secteur du tourisme, d'attaquer le secteur de la décentralisation. Le ministre provincial Marcel Mokilinga-Sono a promis de veiller personnellement aux tests légaux et réglementaires en vigueur dans la gestion des affaires coutumières et du statut des chefs coutumiers. L'église chrétienne évangélique au Congo est dotée de son propre bâtiment pour abriter définitivement ses cultes. Le culte de dédicace de ce temple à Dieu est intervenu dimanche 5 septembre 2021 au cours d'un culte inaugural présidé par le pasteur titulaire Dr Cosma Wilungula. Nous rapporte Malumbela dans ce reportage. Localisation pour l'église chrétienne évangélique au Congo ECEC. Désormais, c'est dans ces bâtiments nouvellement construits que se tiendront ces différents cultes chaque dimanche et autres services pour sceller l'alliance avec Dieu à travers l'action de Jésus-Christ. Elle est située sur l'avenue Pozo au quartier Matongé de la commune de Kalamou. La cérémonie inaugurale s'est déroulée au cours d'un culte de dédicace de ces temples présidé par les pasteurs titulaires, le docteur Cosmaoui Lungula, qui a appelé le chrétien à demeurer ferme dans leur intégrité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il a tiré son message du jour dans les livres d'Ésaïe 43 et des psaumes 23. Nous sommes pasteurs, nous avons fait 8 ans au jardin botanique et nous sommes venus là où le Seigneur nous a voulu. Nous avons besoin des hommes et des femmes pour ce pays qui sont transformés, de vrais acteurs de développement et de la démocratie. Dr Cosmaoui Lungula, directeur général de l'ICSN sortant, ses qualités managériales demeurent indéniables dans la protection de la biodiversité plus de 15 ans. Le chef coutumier kitawaliste est venu de l'Équateur, lui a décerné un diplôme de mérite en guise de reconnaissance de ses efforts. Aujourd'hui, je peux recevoir de main de chef coutumier kitawaliste un diplôme pour reconnaître le travail qu'on a fait. C'est quelque chose qui me va tout droit au cœur, qui me touche. Et en sport,
la deuxième journée des éliminatoires au mondial 2000. La Tanzanie sera face à Madagascar. Pendant ce temps, Kigali, capitale rwandaise, abrite les championnats africains de volleyball en deux versions, c'est-à-dire dames et messieurs. La République démocratique du Congo y est présente dans ces deux versions. Ce tournoi est d'un double enjeu, à savoir le sacre continental d'une part et la qualification pour le championnat du monde d'autre part. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.